Merci. Merci de prendre place. Pour la prochaine table ronde, le Paris Air Forum, c'est un endroit d'échange, de débat dense. Et donc, il faut avoir de l'appétit. Mais vous êtes nombreux à avoir de l'appétit. Et il va y avoir un plat de résistance avec mes deux invités, le général Jérôme Bélanger, général de corps aérien et commandeur des forces aériennes stratégiques, et François-Xavier Dufert, qui est adjoint auprès du délégué général pour l'armement à DGA. Donc là, notre thématique, et je vous remercie au fond, soit de vous asseoir, soit de sortir, merci bien. C'est la composante nucléaire aéroportée et la crédibilité de la France. On voit qu'on est dans une séquence très particulière où cette crédibilité de la dissuasion, elle est fondamentale. Une dissuasion qui n'est pas crédible, elle n'existe pas. Et on est dans une séquence un peu particulière, puisqu'il y a exactement 60 ans, il y avait la création de la force aérienne stratégique et la première alerte nucléaire a été réalisée. Donc, qu'est-ce que c'est que la dissuasion nucléaire, les forces aériennes stratégiques et la composante nucléaire aéroportée? C'est une vision, d'abord. Sans vision, il n'y a pas de dissuasion. La vision, c'est le général de Gaulle. En 1945, après Hiroshima-Nagasaki, il comprend que l'avenir de la crédibilité des forces armées, ça va se jouer là et qu'il faut être en capacité non seulement d'avoir les forces, mais d'avoir la technologie. Donc il va créer le CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Il faut une volonté politique, celle de garantir la souveraineté du pays. Ce n'est pas négociable. Il faut être bien imprégné de ce paramètre. Et pour ça, il faut donner les moyens techniques, budgétaires et humains. En décembre 1954, Pierre Mendès France, je pense que c'est deux grands noms politiques, on vient de les citer, le général de Gaulle et Pierre Mendès France, lance un programme nucléaire militaire français. 10 ans après le lancement de ce programme nucléaire militaire français, est créée la force aérienne stratégique. C'était en janvier 1964 et c'était le retour du général de Gaulle et c'est lui qui comprend que la France a besoin de se doter de cet outil. C'est-à-dire que si on a un discours, si on a une volonté, si on a une vision, il faut les outils. Et donc en octobre 64, première prise d'alerte d'un Mirage 4, voilà, avec son vecteur, son arme nucléaire. Voilà, cette volonté nationale a été réaffirmée par tous les présidents et maintenue des moyens de génération de militaires, d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, génération après génération. Alors je vais me tourner vers le... Mais c'était bien de comprendre ce contexte historique. Cette volonté nationale, l'élément clé de la souveraineté nationale, sa crédibilité internationale, les phases sont en première ligne, elles ont toujours été dissuasives pendant 60 ans, à l'heure où les conflits de haute intensité reviennent sur le territoire européen. Comment continue-t-on à assumer cette crédibilité? Je te remercie, Max. À un moment, je croyais que c'était toi qui faisais la conférence, en fait. J'ai été briefé par des gens très compétents. Non, je te remercie beaucoup. Écoute, c'est assez simple et tu l'as très bien dit. Je crois que la dissuasion nucléaire, c'est réellement une question de crédibilité. Elle est à la fois politique, elle est bien sûr technologique, et elle est également opérationnelle. Et donc c'est bien cette détermination politique qui n'a jamais faibli depuis le général de Gaulle, les capacités technologiques que nous avons à notre disposition, que nous sommes crédibles sur un plan opérationnel. Et 3 points me permettent de dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes extrêmement crédibles, voire nous n'avons jamais été aussi crédibles sur le plan opérationnel. Le premier, c'est nous n'avons jamais cessé d'adapter nos capacités, mais surtout nos modes d'action, pour que le raid aérien puisse pénétrer les lignes adverses
et donc tirer notre missile nucléaire. Et cette adaptation continuelle, on l'a fait en fonction, bien sûr, des menaces qui ne cessent d'évoluer. Ça, c'est le premier point. On est parti d'un Mirage 4 qui avait une bombe par gravitation, la N11, en très haute altitude, à un Mirage 2000N dans les années 90 où on a découvert la très grande vitesse, très très basse altitude, avec un nouveau missile pour le coup qui était propulsé, air-sol moyenne portée, ASMP. Et on est aujourd'hui avec un Rafale qui tire un ASMPA rénové, c'est-à-dire un avion de chasse qui fait également de la très grande vitesse et qui fait également de la très basse altitude, mais qui est polyvalent et donc qui est beaucoup plus robuste pour pénétrer les lignes adverses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les systèmes d'armes qui contribuent directement à cette dissuasion nucléaire, en tout cas dans la composante nucléaire aéroportée, n'ont jamais été aussi performants. J'ai l'habitude de dire qu'un raid nucléaire, c'est une fusée à 3 étages. Vous avez un ravitailleur qui vous amène au plus près des lignes adverses, vous avez un avion de chasse qui pénètre les lignes adverses et qui va chez l'ennemi jusqu'au point de tir, et vous avez enfin un missile qui fait le reste du boulot. Et bien là, dans les 3 compartiments, on a ce qui se fait de mieux. On a un ravitailleur MRTT qui est bien plus qu'un ravitailleur puisqu'on arrive à lui conférer certaines missions de commandement déporté. On a un Rafale dont on n'a plus besoin de le présenter puisqu'il est sur tous les plans, dans toutes les opérations. Et on a enfin un air-sol moyenne portée, donc un missile qui vient d'être rénové et dont le dernier tir d'évaluation qui a été fait il y a quelques semaines montre qu'il est extrêmement performant puisqu'il fait but. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le dernier point sur donc cette crédibilité, je pense que c'est parce qu'on a, et je terminerai par le meilleur, des hommes et des femmes qui sont aguerris, qui sont entraînés, qui sont qualifiés, qui sont testés continuellement. On fait à peu près un exercice de test par semaine sur nos capacités, simplement dans la composante nucléaire aéroportée. Et tout simplement ça me permet de garantir au président de la République que la permanence de la composante nucléaire aéroportée est assurée, quelles que soient les circonstances. Et je ne citerai pour terminer que le plus bel exemple de cette opération Poker dont vous avez certainement entendu parler. Cette opération Poker, c'est le raid nucléaire grandeur nature. On le fait 4 fois par an, c'est-à-dire qu'on survole la France pendant des heures et des heures. On a une situation tactique que l'on crée au centre de la France et qui est à peu près similaire à ce qu'on devrait rencontrer le jour J. Et on entraîne donc les équipages, l'ensemble des équipages, mais bien plus à cette mission donc, de raid nucléaire. Voilà ce que je voulais dire. Donc je pense qu'effectivement, on n'a jamais été aussi crédible. C'est un véritable défi parce que nos moyens sont duaux, MRTT Rafale. C'est également un véritable enjeu de modernisation actuelle, que l'on fait continuellement et dans la durée. Et c'est extrêmement important de le faire dès aujourd'hui pour penser dans 40 ans, en fonction des menaces qu'il y aura, à notre dissuasion et à sa crédibilité. Voilà, Max. Merci Jérôme. Et donc pour être crédible dans le domaine de la dissuasion, il faut être sans cesse maîtriser la pointe de l'innovation. C'est le rôle de la DGA. François Xavier, quelle est l'approche de la DGA quant à l'avenir des FAS et de leur crédibilité? Oui, alors juste Max, avant de répondre à la question, il y a un fondamental qu'il faut bien intégrer, c'est que la crédibilité, c'est comme la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne et ça se démontre. Et cette démonstration, c'est ce que vient de dire le général Bélanger, c'est ce que font les hommes et les femmes des forces aériennes stratégiques, de la force aéronavale nucléaire et de la force océanique stratégique tous les jours. Donc cette crédibilité de la dissuasion française, vous l'avez compris, c'était très clair dans les propos de Jérôme, ce sont des systèmes performants servis par des hommes et des femmes d'exception. C'est bien la combinaison des deux aujourd'hui qui permet aujourd'hui à notre pays d'être crédible vis-à-vis de nos alliés, mais également crédible vis-à-vis de nos compétiteurs. Et c'est bien là qu'est l'important. Et ça donne à la France une capacité finalement forte à protéger son territoire et à protéger l'Europe. Cette crédibilité, elle n'est jamais acquise. C'est ce que je disais un peu en intro. Elle doit être en permanence questionnée, entretenue, adaptée. La DGA et les armées mènent donc au quotidien un travail prospectif pour essayer d'anticiper la dissuasion et en la matière, de par la complexité des technologies qu'on utilise dans la dissuasion nucléaire, on se doit de voir très très loin sur l'horizon.
Donc en fait, nos équipes travaillent de concert pour imaginer ce que sera la conflictualité et à quoi on sera confronté d'ici 20 à 30 ans. Donc 20 à 30 ans, c'est un exercice compliqué. Donc on passe bien entendu par l'analyse des combats et des opérations qui sont menées aujourd'hui. On apprend beaucoup de choses avec ce qui se passe en Ukraine, bien entendu, ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran. On fait également, on est très étroitement imbriqué avec les différents services de renseignement du premier cercle qui nous permettent d'aller capter tous les éléments qui nous permettent d'évaluer les trajectoires prises par nos compétiteurs. Mais on fait aussi beaucoup de veille scientifique et technologique partout dans le monde. On fait du rétro-engineering sur tout un tas de technologies duales qui peuvent servir, on le voit au quotidien en Ukraine, sur un système que vous et moi pouvons acheter dans le commerce, mais qui peut se retrouver demain en face de nous, même dans le haut du spectre du conflit. On fait aussi de l'intelligence économique, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller regarder dans le domaine industriel ce que font nos compétiteurs. Où sont portés les efforts, où sont mis les financements et dans quel domaine de recherche ils trouvent des axes renforcés pour le futur. Et puis dernier volet, mais qui est assez classique à la DGA, et en particulier de la dissuasion, on fait des développements exploratoires pour mettre au point très en avance tout un tas de petites briques technologiques qu'on va finalement assembler dans le grand Lego final au moment opportun pour donner les capacités à nos systèmes pour garder cette longueur d'avance. Alors, si je veux l'illustrer sur la composante aéroportée, je vous propose de venir avec moi. On se projette en 2040. En 2040, ça va être comment pour le raid que les successeurs du général Bélanger devront imaginer? En fait, on va avoir quelque chose qui va ressembler un peu à ce qu'on a en Ukraine, mais démultiplié. Démultiplié en quantité, démultiplié en qualité. On voit vraiment une amélioration très forte des systèmes qui sont en face de nous, et en plus une versatilité assez forte. Et puis surtout, on va avoir une recomposition du paysage international qui fait que la profondeur dans laquelle on va devoir pénétrer et être efficace et être crédible, elle va s'amplifier parce qu'il y aura beaucoup finalement d'alliances qui vont se générer et des interconnexions entre pays, entre groupes armés qui vont rendre les choses plus compliquées. Donc pour répondre à ça, la martingale, elle n'est pas seule, je vais y revenir, c'est l'air-sol nucléaire de 4e génération. Donc c'est le nouveau missile, ça sera le premier missile hyper véloce français qui sera déployé donc à l'horizon 2040. Couplé au Rafale F5, ce sera une marge capacitaire énorme pour les forces aériennes stratégiques et pour la force aéronavale nucléaire. On va pour ça tirer pleinement parti des compétences françaises. Nous sommes un des rares pays à maîtriser les statoréacteurs. Là, en l'occurrence, on va parler de super statoréacteurs. Et donc, on va se baser là-dessus pour offrir vitesse, manœuvrabilité, versatilité, avec tout un tas d'équipements complémentaires à ce nouveau missile. Et ça va offrir un champ des possibles aux FAS et à la FANU qui sera beaucoup plus large que ce qu'on se connaissait jusqu'ici. Il y aura un petit peu d'intelligence artificielle, pas trop. Elle doit être maîtrisée également, parce que la dissuasion oblige quand même, le PR, le président, il doit savoir ce qu'on fait. Mais ça aidera finalement dans le système de préparation de mission, notamment à tirer parti de toutes les capacités de ces missiles et dans un temps réduit, ce que l'humain, le cerveau humain ne saurait pas faire. Et puis, dernier volet, la CNA, c'est son missile, mais c'est aussi l'avion porteur. Donc, on l'a dit, le premier avion porteur de la SN4G, ça sera le Rafale F5, un standard ambitieux, nouvelle suite de capteurs, nouveaux armements, une connectivité au meilleur niveau, accompagnement par un UCAV, tout ça va crédibiliser énormément les choses. Mais la composante aéroportée, elle ne s'arrête pas à un seul porteur. On sait qu'il y en aura un autre derrière, et donc la SN4G est d'ores et déjà dimensionnée. On développe déjà les briques technologiques qu'on intégrera quand le Next Generation Fighter du système de combat aérien futur arrivera en ligne et pourra emmener le missile SN4G. Et puis il y a si je dézoome un peu, il y a 3 éléments très importants qu'il faut savoir faire et que l'on sait faire en France et que l'on démontre en France à côté des capacités opérationnelles. C'est 1, être capable de mener des projets d'une ampleur technologique qui font partie des choses les plus compliquées, les plus complexes que l'être humain ait pu imaginer. C'est 2, structurer notre industrie pour qu'elle soit capable de répondre et de produire en temps et en heure, au bon moment, ce dont on a besoin. Et puis le dernier volet, c'est la formation. C'est être capable de développer les compétences qui nous serviront à garantir cette crédibilité et à avoir les bonnes technologies au bon moment.
Merci François-Xavier. Donc, on a compris que la crédibilité, ça reposait sur l'efficacité et que c'était cette efficacité qui créait de la dissuasion. Donc, on construit en positif ce qui vient d'être évoqué. Mais qu'est-ce qui pourrait menacer cette dissuasion? Je me tourne vers le général Bélanger. Oui, merci Max. En fait, moi je vois 3 facteurs qui pourraient affecter effectivement notre crédibilité. Le premier, ce sont les ressources humaines. On a besoin d'un personnel aguerri et en nombre qui doit s'entraîner dans des exercices haut de spectre. Et ça, forcément, c'est un coût. Mais c'est le coût le coût à payer pour pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Le deuxième, c'est sur le plan capacitaire, avec la primauté de la mission de la dissuasion dans notre stratégie de défense, et donc le respect des trajectoires de modernisation, de renouvellement de nos capacités. Et là, je ne parle pas uniquement de ce qui vole, je parle également des infrastructures, je parle également de tout ce qui est système d'information et de communication et de centres de commandement. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et enfin, sur la résilience donc, du dispositif, face à des risques quand même qui, et on le voit tous, s'intensifient, se diversifient, et donc on doit être davantage résilient sur l'ensemble de la chaîne donc, qui concourt au raid aérien de la composante nucléaire aéroportée. Je me tourne vers François-Xavier, la DGA. Il y a des paramètres donc, extérieurs par rapport à juste l'efficacité des outils. Est-ce que là, il y a une question que les gens se posent, est-ce que la cyberguerre peut intervenir et mettre en péril cette efficacité? Voilà, il ne s'agit pas seulement d'avoir des bons avions, des bons personnels entraînés. Il y a un environnement qui a été parfaitement décrit tout à l'heure, qui est de plus en plus hostile, avec des alliances qui, il y a quelques années, n'étaient pas envisageables et qui le deviennent. La dissuasion française a été crédible pendant les 60 dernières années. Comment on se prépare pour rendre crédible la dissuasion pour les 60 prochaines années? Ouais, je crois qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez complexe, mais moi je suis totalement convaincu qu'on a toutes les armes et tous les moyens pour faire, parce que vous l'avez compris, la force de la dissuasion, c'est de regarder très loin, mais c'est également de savoir réfléchir autrement, collectivement, et de se challenger de manière à éviter l'écueil de reproduire finalement à l'infini, parfois ça peut donner cette vision-là, à l'infini un modèle qui est soi-disant éprouvé. Donc aujourd'hui, tout ça, ça a été structuré humainement en termes de capacité intellectuelle et d'entité. Ça s'appelle l'œuvre commune. Donc je ne vais pas le détailler, ce qu'est l'œuvre commune. C'est quelque chose qui décrit finalement la contribution à la dissuasion de tous les partenaires du domaine. Mais c'est grâce à ce travail collectif avec les états-majors, les grands commandements, les industriels, la direction des applications militaires du CEA, qui est avec nous, bien sûr, depuis l'aube de la dissuasion, qu'on met en place cette synergie qui nous permet collectivement de nous challenger les uns les autres pour trouver l'optimal en répondant dans des délais et des budgets maîtrisés, hein, on est tous des contribuables, aux souhaits et aux attentes du président de la République. Alors juste là-dessus, la DGA, elle a un rôle de garantir la performance d'ensemble des deux composantes. Donc pour ça, en fait, on s'appuie sur toute une dynamique et cette dynamique, elle passe par fixer le bon niveau d'ambition. Ni trop d'ambition, qui nous nuirait parce qu'on augmenterait ou on verrait trop haut pour notre besoin ou la réponse à ce besoin et qui nous emmènerait vers une course à la technologie et à la performance qui serait mortifère et qui nous coûterait beaucoup trop cher. Nous ne sommes pas les Américains. Mais pas non plus de pécher par défaut d'ambition. C'est-à-dire que très rapidement, nous pourrions nous retrouver finalement cornerisés par des compétiteurs qui aujourd'hui évoluent très vite, avec des dynamiques qui ne sont pas celles de nos grands pays occidentaux, et donc qui pourraient voir apparaître des systèmes de rupture, peut-être développés au fond d'un garage, certes, c'est un peu une caricature quand même dans le domaine de la dissuasion, mais dont il faut se prémunir. Et donc ça, on a une structure qui nous permet de le faire, et tout le monde participe à cet effort collectif. Donc tous ces acquis, tous ces constats, ils ne doivent pas être considérés comme immuables. On doit avoir de l'évolutivité, de la souplesse, de la résilience, du pragmatisme également, comme mots-clés pour travailler dans cette approche. Et ça, la DGA, aux côtés des forces aériennes stratégiques, elle joue son rôle d'éclaireur, de coordonnateur,
de manière à ce que notre capacité collective, étatique, industrielle, finalement, accouche du meilleur compromis, le plus performant, et par là, permettre de garantir, dans la grande durée, pour les 60 prochaines années, la crédibilité de la dissuasion française. Merci, ça va être le mot de la fin. On aurait aimé que ça dure et je vous donne rendez-vous pour l'édition du Paris Air Forum 2025 parce qu'on en fera un sujet stratégique. Certainement, il n'aura pas baissé en intensité et voilà, en opportunité. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de Paris Air Forum. Merci.